Je vous souhaite déjà la bienvenue pour ce nouveau webinaire de Covid-19 Africa.tech, toujours consacré à la riposte économique face à la crise du Covid-19 en Afrique et aux solutions à apporter aux entrepreneurs africains face à cette crise du coronavirus. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Riyad Selmani, responsable webinaire pour Covid-19 Africa.tech. Et pour rappel, Covid-19 Africa.tech, donc c'est une association qui regroupe des entrepreneurs, des chercheurs, des étudiants et des professionnels qui sont unis par cette volonté de lutter contre les effets socio-économiques du coronavirus et de mobiliser les ressources locales. Et c'est pour ça, cet effet, qu'on organise une série de webinaires donc, qui rassemble des personnalités africaines, des acteurs économiques africains pour permettre d'explorer ensemble ces solutions et d'explorer aussi les impacts de la crise économique liée au coronavirus. Donc, je vais peut-être commencer par vous présenter. Comme ça, vous allez vous en savoir un peu plus les uns sur les autres et pour nos auditeurs, et comme ça, ils connaîtront votre profil. Donc, on a avec nous donc, Madame Nadia Yahish, qui est expert comptable, diplômée, partenaire au sein du cabinet MGIBCF, FC, pardon, MGIBFC. N'hésitez pas à m'arrêter, bien sûr, si Oui, c'est bon, c'est bon. si je fais une erreur. Donc, c'est bien ça. Et à ajouter quelque chose, bien sûr, si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais. Et il me semble aussi que vous avez, vous êtes trainer au sein de l'Institute of Risk Management de Londres et l'Institute of Internal Control. Donc, une expérience assez importante dans le domaine de la comptabilité. Et que je pense aussi que vous avez dirigé plusieurs missions de conseil en organisation dans différents secteurs, dans différents pays africains. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quel pays africain vous avez dirigé ces missions de conseil? Oui, j'ai travaillé sur la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup travaillé avec le public, les entreprises publiques en Côte d'Ivoire. J'ai également travaillé sur le Bénin. En fait, depuis 2 mois, on est en train de mener un projet qui est assez important avec le gouvernement du Bénin, portant sur la signature électronique et l'accélération de la transformation digitale de l'administration pour pouvoir en fait devenir un gouvernement ou bien au moins offrir de nouveaux services digitaux pour les contribuables. J'ai également travaillé sur l'Algérie, sur le Togo, sur le Sénégal. Très prochainement, je serai sur le Congo. J'ai eu également une mission de renforcement des capacités sur le Mozambique. Donc voilà, je suis pendant ces 2 journées online pour former en fait une partie du gouvernement des îles Comores sur la gestion et la transformation digitale des projets liés à l'administration. Et franchement, mon expérience à travers tous ces pays, à travers toute cette richesse africaine, me pousse encore d'aller encore vers d'autres pays, de mieux comprendre encore les différents contextes parce que c'est très varié. Mais surtout, ça me donne encore l'envie de contribuer dans le développement de ce continent-là. On ne manque pas de potentiel, on ne manque pas de richesse. La volonté pour la jeunesse existe, mais bon, il reste encore plusieurs choses à faire et ensemble, j'espère qu'on ira très très loin. Je l'espère aussi. Bon, vous avez une expérience assez, une connaissance du coup d'énormément de pays, ce qui va nous être très utile ce soir. Nous avons aussi avec nous Monsieur Ulrich Sossou, donc, qui est fondateur de Botamp, qui est une solution de création de sites web et marketing pour les petites entreprises. Il me semble aussi que vous avez cofondé d'autres solutions marketing. Monsieur Sossou, est-ce que vous pourriez nous en dire juste un peu plus? Oui, bonjour et bienvenue de m'avoir invité. Donc voilà, actuellement je travaille sur Botamp depuis, en fait c'est même à cause de la crise que j'ai commencé à travailler sur ce produit. Mais avant, j'ai d'abord commencé comme consultant il y a 14 ans, 15 ans, en 2006 au fait, où je travaillais avec des entreprises un peu partout dans le monde, où je les aidais à développer des produits numériques ou à avoir
à donner plus de visibilité à leurs produits. Donc, à partir de 2013-2014, j'ai créé un incubateur de start-up ici à Cotonou, qu'on appelle Tech Excel. Donc, l'idée aussi, tu es béninois? Tu es béninois? Oui, oui. Ah, je viens assez souvent chez vous, hein? On va se rencontrer bientôt alors. Ah ben oui, oui, oui. J'attends à ce que vous en deviez sur la liste orangée. Je serai là très bientôt. Ouais, super. Voilà, donc je disais que l'idée c'était de montrer aux jeunes comment faire ce que je faisais, c'est-à-dire pouvoir créer des produits qui se vendent dans le monde entier juste en restant ici en Afrique. Et aussi, pendant cette même période, j'avais créé une solution de marketing pour les agents immobiliers qui ciblait vraiment un marché global. Donc, je dirais à plus de 90%, les clients étaient aux États-Unis et tout. Donc, cette solution, on a revendu l'entreprise au fait en 2016. Et pendant ce temps, je me suis plus consacré sur l'incubateur. Et récemment, j'ai créé Botamp, la solution de marketing, parce que je me suis rendu compte au fait qu'il y avait une très grosse opportunité pour les entreprises d'abord de faire face aux défis que cette crise a engendré et tout. Et aussi, il y a comme un gros regain d'intérêt dans tout ce qui concerne le numérique. Donc, des chefs d'entreprise qui sont à la maison, à croiser, vont sur Internet. OK, comment est-ce que je peux utiliser cet outil pour arriver à avoir plus de clients ou changer la façon dont je fais mes affaires. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et enfin, nous accueillons aussi Monsieur Émile Boyogueno, donc qui est enseignant à Sciences Po Paris, université où je suis moi-même étudiant, et directeur du think tank IRES Africa. Est-ce que vous, Monsieur Boyogueno, vous pouvez nous dire peut-être quels sont les sujets, les sujets de recherche de votre think tank? Alors, l'IRES, bonjour à tout le monde et merci également pour l'invitation. L'IRES, c'est un think tank qui est dédié à l'observation de l'Afrique centrale. On observe les 11 États de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. 6 millions de kilomètres carrés, 190 millions d'habitants. Voilà, c'est un espace qu'on a décidé d'examiner au quotidien dans tous ses aspects, sécurité, vie publique, économie, santé, environnement, tous les aspects possibles. On part de là, 11 États. Alors, ici, il faut entendre les 11 États, enfin, l'Afrique centrale au sens de l'Union africaine. Donc, c'est pour ça que c'est de la CEAC. Donc, c'est un espace où se chevauchent en fait deux organisations, la CEMAC d'une part et la CEAC. Donc, on explore toute cette région dans tous ses aspects et c'est ce qu'on fait. Et dans le cadre du Covid, enfin de cette crise sanitaire, justement, on a mis sur pied une série de notes depuis le mois de mars. On fait une veille qui donne lieu à une publication à peu près tous les 10 jours d'une thématique relative liée directement ou indirectement au Covid-19. Donc, on aborde tous les aspects périphériques aux aspects sanitaires. Donc, on est en plein dedans et ça va être intéressant de voir ce que les copanélistes qui sont de brillants entrepreneurs pensent de tout cela. Et moi, je suis un académique, je suis historien et sociologue. Je suis également diplômé de l'ENA, où j'ai fait management public. Donc, je n'ai pas vraiment une emprise sur le business. Le business est un espace que je regarde de loin, mais je suis vraiment intéressé d'écouter ce que les copanélistes, qui sont eux de vrais entrepreneurs, vont dire là-dessus, et ça va être intéressant d'échanger sur ce sujet passionnant. Absolument. Merci beaucoup. Vous êtes basé où, Émile? À Paris. Ah, d'accord. Je suis d'origine camerounaise, peut-être que je devrais le rappeler quand même.
Mais c'est bien, on a une variété de profils, une variété d'origines géographiques, donc ça s'annonce être une discussion très intéressante. Et moi, la première chose que j'aimerais aborder, c'est peut-être votre ressenti sur la crise, mais peut-être avant d'aborder ce ressenti, j'aimerais juste commencer par donner quelques éléments sur cette crise, bien sûr, qu'on observe tous, qu'on vit tous. Et cette crise qui, de base, une crise sanitaire, bien sûr, mais après la relative période d'enthousiasme, en fait, qui était associée à ce qu'on a pu identifier comme la résilience sanitaire africaine, un nombre de cas par habitant assez faible, une résilience du continent africain comparé à d'autres régions du monde, notamment à l'Europe, il s'avère que l'épidémie semble s'accélérer, en fait, ces dernières semaines sur le continent, ce qui ne donne pas d'espoir. En effet, il a fallu 9 jours pour atteindre la barre des 100 000 cas, 18 jours pour atteindre la barre des 200 000 cas, donc ce qui alerte l'OMS. Mais ce qui nous rassemble ici, bien sûr, au-delà de la crise sanitaire, ce sont les autres crises, en fait, qui sont susceptibles de toucher le continent africain. Et quand je dis autre crise, c'est bien sûr parce qu'il y a une crise économique, mais une crise économique qui pourrait aussi être accompagnée d'une crise sociale et peut-être, dans certains pays, d'une crise politique. Donc, c'est ce qui nous réunit ici, bien sûr. Et sur le front économique, cette crise est susceptible d'avoir des conséquences de long terme extrêmement négatives sur le développement de l'ensemble des pays africains. Selon la Banque africaine de développement, par exemple, la prévision de croissance pour l'ensemble du continent était de 3,2% sur l'ensemble de l'année 2020. Et en marge de cette crise, elle a réduit cette estimation à une récession qui pourrait osciller entre moins 2,1% et moins 5,1%, ce qui donne un peu une idée de l'ampleur de cette crise. Et j'aimerais juste reprendre un terme qui avait été donné par la directrice générale de la Banque mondiale qui parlait d'une dépression synchronisée, en fait, pour exprimer à quel point cette crise économique est susceptible de toucher tous les secteurs, donc entraînant à la fois une réduction des financements étrangers, une réduction des recettes touristiques pour les pays qui dépendent du tourisme, une désorganisation des échanges à cause de la fermeture des frontières et bien sûr des conséquences sur l'emploi à cause de mesures telles que des mesures de confinement dans certaines villes. On pourrait y avoir des destructions d'emplois qui iraient de 20 millions à près de 50 millions d'emplois et une augmentation de la pauvreté cette année de près de 50 millions de pauvres. Donc, des conséquences qui s'annoncent à long terme et des conséquences extrêmement négatives. Donc, pour commencer, avant peut-être d'aborder les solutions à proprement parler, moi j'aimerais savoir, chacun votre tour, votre ressenti sur cette crise. Parce que cette crise, vous la vivez, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'expert qui suit attentivement l'évolution de la région. Donc, peut-être dans le secteur dans lequel vous travaillez, dans le portefeuille d'entreprise avec lequel vous êtes en contact ou dans votre propre entreprise, comment est-ce que vous ressentez cette crise? Où est-ce que vous voyez ces effets et quels sont ces effets les plus marquants, les plus perceptibles à votre niveau? Peut-être pour commencer, Monsieur Sossou, si vous voulez bien commencer, peut-être. Oui, merci. Enfin, je dirais que la crise, comme vous le savez, ça a quand même tout chamboulé dans tous les secteurs, en fait. Et ici au Bénin, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas eu de confinement, mais il y a eu ce qu'on a appelé un cordon sanitaire, où on a un peu limité les déplacements des gens, des personnes et tout le reste. Et dans les autres pays d'Afrique qui sont autour de nous et que j'ai beaucoup observé, il y a eu quand même différents types de mesures, soit des confinements, soit des mesures similaires et tout. Mais ce qu'on a beaucoup remarqué au fait dans notre secteur, c'est que, on a fait un sondage. Mon entreprise a lancé un sondage il y a quelques mois, quelques semaines, c'est toujours en cours, mais déjà avec l'impact qu'on voit, c'est que les gens ont arrêté de consommer déjà, donc ils ont arrêté toute forme de consommation qui n'est pas essentielle. Ils se sont juste concentrés sur la nourriture, par exemple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le domaine du vêtement, de la mode,
n'ont juste plus eu de vente du tout pratiquement pendant les premières semaines, au premier mois de la crise, en fait. Donc, ça a vraiment affecté la consommation des gens. Mais ce que ça a aussi fait, c'est que tout le monde, puisque les déplacements étaient limités, tout le monde s'est retrouvé sur Internet. Donc, beaucoup de gens qui étaient dans des zones couvertes par Internet, mais qui n'utilisaient peut-être pas ce moyen de communication et tout. Et ils se sont juste mis dessus. Donc, il y a vraiment eu un peu comme du jour au lendemain une grosse transformation qui a été opérée. Donc, je dirais, j'ai juste l'impression qu'il y a 10 fois plus de gens sur Internet aujourd'hui comparé à il y a 3 mois. Et aussi, ce qui a aidé cela, je pense, c'est le fait qu'il y a pas mal d'écoles qui ont commencé à communiquer avec les enfants à distance, ce qui fait que même les parents et tout le reste ont dû apprendre au moins à utiliser l'outil, enfin, de façon basique. Et ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, de chefs d'entreprise aussi, qui sont allés sur Internet pour chercher des opportunités. Donc, on a des chefs d'entreprise dont les activités ne marchaient pas, qui ont commencé à aller sur Internet pour se demander, OK, comment est-ce que je fais pour attirer des clients à distance, ou comment est-ce que je fais pour délivrer mes services à distance. Et aussi beaucoup de jeunes qui, parce que leurs cours se sont arrêtés peut-être, ou parce que peut-être aussi eux, ils ont senti les opportunités, ils ont juste décidé d'aller sur Internet aussi pour se mettre à chercher comment je gagne de l'argent sur Internet, par exemple. Donc, il y a vraiment un peu comme si la taille d'Internet ici avait carrément doublé du jour au lendemain. Et je pense que c'est une très grande opportunité pour le continent, je dirais, parce qu'on sait très bien le genre d'économie, par exemple, que Internet peut faire en termes de on ne doit pas se déplacer, il y a de nouveaux modes d'utilisation qui peuvent accélérer le fonctionnement des entreprises, qui peuvent faciliter la vie des gens. Et je vais peut-être vous raconter une anecdote personnelle. En cette période de cordon sanitaire, il y a ma mère qui a une boutique dans une ville qui est à près de 100 km de Cotonou, qui est la plus grande ville où je suis. Donc, elle est venue rester avec moi pendant toute cette période. Et elle était obligée de gérer sa boutique à distance en utilisant WhatsApp, qu'elle n'avait jamais utilisé. On lui avait installé ça sur son portable il y a des années, mais elle n'a jamais vraiment utilisé. Et pendant la période, elle était juste obligée de faire des appels vidéo avec la vendeuse qui était dans la boutique. Et à la fin, elle s'est rendue compte, ah, mais je peux avoir plusieurs boutiques et juste gérer tout ça avec des appels vidéo au lieu d'être toute la journée dans la même boutique. Donc, je pense quand même, lorsque j'observe d'autres personnes, c'est vraiment ce genre de transformation qui s'est opérée et qui donne quand même plein d'opportunités. Et aussi le fait que les frontières soient fermées, qui font que les gens ne se déplacent plus. On dit souvent que les Africains ne font pas beaucoup de commerce entre eux, ils importent beaucoup de produits, etc. Il y a quand même eu un regain d'intérêt pour les produits locaux où les gens se disent, OK, bon, puisque les prix des produits qui viennent de l'extérieur sont plus chers, puisque nos entrepreneurs commencent à avoir des problèmes parce qu'ils ont du mal à trouver des clients et tout. Comment est-ce qu'on fait pour consommer plus local pour aider nos entrepreneurs et notre économie? Donc voilà, je dirais en résumé, c'est un peu ce que j'ai observé. Très bien. Donc paradoxalement, en fait, une crise qui bouleverse les comportements à la fois de consommation et de production et qui peut-être aussi pourrait être un tremplin vers la digitalisation et une utilisation beaucoup plus massive d'Internet, mais comme une opportunité pour le développement des entreprises. Monsieur Boyegono ou Madame Yaïch, l'un d'entre vous souhaiterait à son tour peut-être réagir déjà à ce qui a été dit et aussi à son tour partager sur son ressenti de la crise du coronavirus. L'un d'entre vous souhaiterait réagir? Nous, allez-y, Madame Yaïch. Nous, on a vécu presque la même chose, mais peut-être de façon un peu différente. Et vu que je suis très positive et je veux être toujours positive, ce que je vais dire, c'est qu'avec le coronavirus, on a réellement
vu cet impératif universel qui en fait, édicte au gouvernement et aux différents organismes de prendre des mesures pour protéger les populations. Plus que jamais, j'ai compris la valeur de la Tunisie, ce point, cette petite superficie en Afrique, dans l'esprit et la valeur de protéger les populations, de protéger l'économie, parce que avec le confinement, chez nous, le confinement, il a duré pratiquement 2 mois et les gens ont été d'une certaine conscience extraordinaire en Tunisie. Les gens respectaient les instructions du gouvernement, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles valeurs dans la société. On est dans l'aide, on est dans les gratuités, on est là pour être plus solidaire. Et un gouvernement qui vient te dire ne vous inquiétez pas, on va vous donner ce qu'il faut pour manger, on va essayer de compenser les entreprises qui vont garder les emplois, on va essayer de vous donner le support nécessaire pour pouvoir continuer donc l'exploitation après ce confinement, ce qui fait qu'il a apaisé quand même les citoyens et certaines entreprises qui étaient vraiment encore sous le choc de l'arrêt de production, de l'arrêt de l'exploitation et de l'avenir des employés. Donc, pour moi, le coronavirus, plus que jamais, l'Afrique aujourd'hui doit revoir ses modèles économiques et doit revoir également sa façon de fonctionner, un tel pays, une telle zone, une telle région, parce que je pense qu'on a bien compris que les peuples qui ne produisent pas, les peuples qui ne s'auto-satisfèrent pas en fait, l'autosatisfaction et l'auto-production pour vraiment être indépendants. Je pense que c'est les peuples et c'est les pays qui sont les plus impactés. En Tunisie, on a vu l'aide auprès des opérateurs de télécommunications pour ne pas interrompre la connexion, essayer d'avoir l'Internet un peu partout. Donc, ce qui fait que franchement, on a compris, surtout pour moi, la grande leçon, c'est comprendre comment un État, un gouvernement est à la hauteur de la protection de sa population, que ce soit sociale, que ce soit économique. La vie des personnes, l'humain, est plus important que tout. Et c'est ce qu'on a appris donc de la part de l'expérience tunisienne. Hein. Très bien. Et ce que vous dites est absolument intéressant, parce que c'est vrai qu'on a eu d'autres panélistes qui ont surtout évoqué les failles en fait que cette crise a mis, les failles de l'État que cette crise a mis en valeur. Et ce que vous nous dites d'une certaine manière, c'est que cette crise peut aussi montrer la capacité qu'a un État à coordonner et à avoir de nouveaux rôles et à coordonner la solidarité entre les citoyens et avoir vraiment ce rôle coordinateur à la fois de l'économie, de la santé et de la société. Monsieur Boyegueno, est-ce que vous pouvez réagir, enfin, si vous le souhaitez, à ce qui vient d'être dit et aussi à votre tour nous partager votre ressenti sur la crise? Alors, mon ressenti n'est... Alors, je ne peux pas lui donner une valeur morale. Il ne va pas être optimiste ni pessimiste. Il va être factuel. Le premier fait que je retiens de cette crise, c'est l'incapacité des gouvernements à anticiper, à prévoir les risques. C'est-à-dire que, de façon générale, quand vous examinez cette crise, l'attitude des gouvernements, la plupart des gouvernements et, a fortiori, ceux d'Afrique, vous observez de l'improvisation au quotidien, de l'improvisation, une grande improvisation, une improvisation qui montre simplement une chose, c'est l'absence de plan de riposte aux crises. C'est-à-dire que
les États sont gouvernés sans prévoir l'éruption de crise. Il n'y a pas de schéma de crise. On improvise et cette improvisation est parfois teintée de mimétisme occidental qui peut être moqué, mais qui est réel. On confine en Occident, on confine parce que c'est confiné en Occident, sans prendre en compte les réalités locales. Et d'ailleurs, à ce sujet, on peut voir que le Bénin a une attitude différente. Donc, il y a une incapacité des gouvernements à prévoir. Ça, c'est la première chose que j'identifie. L'autre chose qui m'a marqué, ou du moins mon ressenti sur cette crise, c'est qu'on a un tissu économique africain où prévaut l'informel. C'est-à-dire que quand on parle d'entreprise en Afrique, il y a une prévalence de l'informel. Alors, dans cet informel, on sait que cette crise va causer beaucoup de dégâts et que malgré les dispositifs dits socio-économiques ou dits d'accompagnement, on sait que cette crise va causer beaucoup de dégâts parce qu'il est impossible de répertorier tous les informels parce que par définition, ils sont informels et donc non repérables. Donc, cette crise va avoir de graves conséquences. Par contre, maintenant, couronne de laurier, quand même un point positif dans tout cela, ou du moins un point qui mérite d'être observé et qui peut être salué, c'est la rapidité de réaction des États africains. C'est-à-dire que même si par moment même sans avoir un guide clair et net de gestion de crise, qu'elle soit sanitaire, sécuritaire, attentat ou ainsi de suite, attentat ou terrorisme, ainsi de suite, ou contagion, ils ont quand même rapidement pris les mesures qui s'imposaient, beaucoup plus tôt que beaucoup d'autres États, très rapidement, et ils ont mis en place une série de mesures, ils ont pris une série de mesures qui étaient prophylactiques et qui contribuaient donc à limiter la circulation des individus et donc limiter la diffusion du virus. Donc ça, c'était très bien fait, ça c'était bien, c'est un point qui mérite d'être salué. Donc mon ressenti de la crise est celui-là, dire qu'on a une ambivalence, c'est-à-dire qu'on a donc ça veut dire qu'on a des gouvernants capables de penser le réel efficacement, certes dans l'urgence, mais on se demande pourquoi ils ne sont pas dotés d'outils capables de gérer les crises, de les anticiper. Parce qu'au fond, ces territoires africains sont entourés de crises. On a des crises sécuritaires au quotidien. Les crises font partie de la vie de toute façon et c'est un peu ce qui est dommage. Donc ça, c'est mon ressenti. Alors, à distance, mais c'est un ressenti notamment inspiré de ce que j'ai observé dans les 11 États de la CEAC qui font partie du tropisme qui occupe les travaux de l'IRES Africa, le think tank dans lequel je travaille. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre de réagir à ce que vous venez de dire, on revient en fait à cette idée, en fait, peut-être que cette absence de plan de riposte est en fait révélatrice d'une absence tout simplement de vision long-termiste. Et c'est peut-être ça qui va nous amener à explorer cette question des solutions, puisque dans la mesure où cette crise est partie pour être une crise qui va durer, dont les conséquences vont s'inscrire sur le long terme, j'aimerais connaître votre appréciation, et vous avez déjà commencé à le faire, M. Boyogeno, des mesures qui ont déjà été mises en place, puisque les mesures, nous avons même nous-mêmes fait ce travail avec Covid-19 Africa.tech, elles existent, on les a recensées, mais et maintenant la question est de savoir si ces mesures sont adéquates, si ces mesures sont suffisantes, si ces mesures s'inscrivent dans l'horizon temporel qui est nécessaire pour répondre à la crise, et si en fait cette crise ne va pas tout simplement mettre en lumière des failles et qui nécessitent des solutions beaucoup plus profondes, des solutions de long terme et pas seulement une réponse à la crise et pas seulement une réponse, si je peux schématiser, aux problèmes de trésorerie des entrepreneurs et voilà, de renflouer les caisses. Donc,
ça me permet de faire la transition, en fait, cette deuxième partie, vers cette partie consacrée aux solutions. Je vous remercie déjà d'avoir tous partagé votre ressenti. Et donc, peut-être pour commencer, j'aimerais savoir peut-être dans quel secteur, dans quelle fonction de l'entreprise, ou même on peut adopter une vision un peu plus large, dans quel secteur de l'économie, par exemple, pensez-vous, et à votre échelle bien sûr, que ces mesures se font les plus urgentes? Et puis, quel type de mesures est-ce que vous aimeriez préconiser et vous aimeriez voir des mesures peut-être qui existent dans d'autres pays qui devraient être étendues à l'ensemble du continent? Je pense par exemple à des mesures fiscales, ça peut être des mesures sociales, des mesures de soutien à la demande, comme vous l'avez évoqué, M. Sossou, une demande qui est en chute libre. Et aussi des mesures peut-être pour préparer le lendemain, pour préparer la transition de l'économie africaine qui est aussi, comme vous l'avez dit, si je peux le formuler ainsi, ne se fera pas sans les nouvelles technologies. Donc peut-être, voilà, pour commencer, les secteurs dans lesquels, d'après vous, les mesures, les solutions se font les plus urgentes. Quelqu'un pour commencer, peut-être? Allez-y, Madame Yelich, je vous en prie. Moi, peut-être, Riyad, il faut spécifier, en fait, on parle des objectifs vraiment à très court terme ou des solutions à court terme ou bien des solutions à moyen et à long terme. Parce que pour moi, toujours, je décalque ça même avec notre gouvernement. Quand ils ont fait le plan de relance, je dis toujours qu'il faut qu'on se mette d'accord. Ces mesures, ce sont juste des mesures ponctuelles ou bien des mesures à moyen et long terme. Je commence par les mesures à moyen et long terme. Je ne vais pas m'attarder beaucoup. Je vais parler d'un point que je trouve primordial et sur lequel je suis en train de faire un boulot pour mon pays qui est la Tunisie. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique doit revoir le modèle économique, c'est-à-dire la façon de créer nos richesses et la répartition de nos richesses doit être revue. Comment nous serons capable, quelle est notre capacité à créer de la valeur? Aujourd'hui, le potentiel, il est important, mais on n'est pas en train de vraiment utiliser ce potentiel pour être plus capable. Donc, moi, je vois qu'à moyen et à long terme, l'Afrique doit revoir son modèle économique, doit revoir sa façon de créer les richesses. Si on va parler des mesures à très court terme, d'après mon expérience terrain, je suis une femme de terrain, je suis une professionnelle de terrain. Et je vais partager avec vous un truc, c'est que moi, chaque vendredi, même avant le Covid, chaque vendredi matin, il est dédié aux universités. C'est-à-dire, si je suis à Tunis, si je suis au Bénin, si je suis à n'importe quel pays, toujours j'essaie de faire le vendredi matin, soit au sein des associations des jeunes, soit au sein des universités. Et ce que j'ai remarqué d'après des conférences que j'ai déjà effectuées, et franchement, c'est une découverte, c'est un constat extraordinaire, c'est qu'en Afrique, le coût de la confiance, il est assez élevé. Nous sommes une population de jeunes. On est, je ne vais pas dire la moitié, mais on est à 40% de jeunesse. Et pourtant, le coût de la confiance, il est assez élevé. Pour avoir une place sur le marché, pour pouvoir créer la notoriété, pour pouvoir être un entrepreneur réussi, le coût de cette confiance, il est assez élevé. Les entreprises n'encouragent pas, donc de travail n'est pas vraiment dans un système plutôt d'encouragement des jeunes. Si tu es là à Cotonou, tu as fait par exemple une start-up sur un service que je pourrais réellement utiliser, non, il ne vient pas acheter le truc de chez vous parce qu'il attend à ce que
vraiment, tu t'imposes via ta notoriété qui ne peut être gagnée qu'après un certain moment. Ce qui fait que le coût de la confiance, il est assez élevé. Même la relation entre le citoyen et les gouvernements de façon générale, donc je pense que le coût, il est assez élevé parce qu'on n'est pas dans des administrations qui sont digitales. En Tunisie, on est encore dans un environnement, par exemple, là où ils te demandent de faire tout ce qui est signature certifiée, machin. Dans d'autres pays, tu devrais te présenter pour faire des formalités, alors qu'on voit en Estonie, donc je peux être même e-résidente, c'est-à-dire je n'ai jamais visité l'Estonie et je peux être une résidente en ligne. Donc, ce qui fait qu'il faudra vraiment un multiplicateur de fiabilité chez nous et plus particulièrement pour la jeunesse africaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus que jamais, si on se met d'accord à ce qu'à court terme, on doit diminuer ce coût de confiance, toutes les mesures vont venir après de façon fluide. Parce que si on encourage encore plus l'entrepreneuriat, si on donne certains avantages aux entreprises qui investissent, qui, par exemple, créent des opérations avec ces startups, ces entrepreneurs, ces jeunes dirigeants, les produits consommés africains, donc je pense plus que jamais, on aura une nouvelle dynamique économique. Je vais vous donner un autre point, trois points que je vois cruciaux. Le deuxième, donc j'ai parlé du prix et du coût de la confiance. Le siècle du virtuel, on est dans le siècle du virtuel plus que jamais. Donc le digital, il prend une place dans nos vies. Donc la consommation, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on n'est pas en train de vendre un produit, hein. On est en train de vendre la vie sur le produit. Et c'est vraiment toute une nouvelle philosophie, hein. Ce qui fait qu'il faut également diminuer le coût du virtuel, que ce soit l'Internet, que ce soit la mise en place des infrastructures nécessaires pour que tout le monde peut accéder au monde à travers l'Internet, à travers ce digital et ces nouvelles disciplines qui prennent place dans notre vie quotidienne. Le troisième point que je vois également crucial, c'est l'éducation. Aujourd'hui, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, et je pense que l'éducation, et c'est le cas de mon pays, nous, la jeunesse tunisienne, a pu vraiment surmonter plusieurs difficultés grâce à une éducation, je vais pas dire qu'elle est parfaite ou non, mais c'est une éducation qui te permet de s'exporter, qui te permet de travailler avec un niveau assez reconnu partout et surtout apprendre les valeurs, apprendre les nouvelles attitudes et la flexibilité de changement que je pense que plus que jamais les gouvernements doivent faire attention et doivent vraiment mettre ça dans leur système éducatif et miser sur les systèmes éducatifs parce que c'est les systèmes éducatifs qui font des peuples quelque chose d'extraordinaire, hein. Merci beaucoup. Et ce que vous dites est absolument intéressant, puisque ça fait écho à ce qu'un de nos autres panélistes dans un précédent webinaire avait souligné. Vous parlez de coût de la confiance, lui aussi parlait d'une crise de la confiance. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal, puisque quand on regarde l'ensemble des mesures qui pour l'instant ont été prises pour lutter contre ce coronavirus, donc on a des mesures, des fonds, on veut créer des fonds pour aider les entreprises en difficulté, on veut interdire les licenciements, par exemple en Éthiopie, on crée un fonds au Burkina Faso pour aider les entreprises informelles. Et c'est vrai que les mesures qui sont absentes, et le mot qui est absent de toutes ces mesures, c'est
rétablir la confiance, comme vous l'avez dit, puisque ce coût de la confiance est déjà très élevé et on sait que dans une période de crise économique, la confiance est à un coût encore plus élevé. Comme vous l'avez dit, donc l'éducation, la digitalisation sont peut-être les clés pour, à long terme, favoriser le changement de modèle des pays africains. Et d'une certaine manière, peut-être que la réponse dans la crise actuelle à court terme se trouve tout simplement dans dans un investissement pour la transformation profonde en fait, du modèle économique africain. J'aimerais maintenant me retourner vers nos deux autres participants. Est-ce que vous aimeriez réagir, ajouter et peut-être contredire ce qui vient d'être dit par Madame Yaïch? Je vais prendre la parole pour inverser l'ordre, si M. Sossou me permet. Et, écoutez, je suis absolument d'accord avec l'ensemble, avec un certain nombre de points évoqués par Madame Yaïch. Et à cela, j'aimerais rappeler juste un petit constat. Alors, qu'on commence par le constat avant d'envisager les solutions. Petit constat, simple. On parle d'entreprise. Et quand on parle d'entreprise en Afrique, il y a cette prévalence ou cette prédominance du secteur informel. Alors, si on prend, pour avoir une idée claire, si on prend les chiffres de la Banque mondiale, pour la RDC, on a 96% de personnes dans l'économie informelle non agricole. Si on prend un État comme le Cameroun, on a 87%. Si on prend le Rwanda, c'est 69%. Alors, tout le monde alors, dans l'inventaire des solutions, je les ai toutes regardées, elles sont magnifiques, ces solutions dites d'accompagnement socio-économique pour accompagner la crise, à côté des solutions prophylactiques. C'est vraiment un chapelet, un beau catalogue à la Prévert, hein, c'est infini, et c'est d'une beauté avec des fonds, effectivement, qui vont être alimentés, parce qu'ils n'existent pas souvent, hein, ils vont être alimentés, donc on espère un afflux de financement. Alors, quand on regarde tout cela, on se rend compte qu'il y a des oubliés. Il y a des oubliés de l'économie. Et ces oubliés constituent une part forte de ces entrepreneurs. Dans l'informel est dominé par les femmes. Si on prend la région que j'observe, hein, la région Afrique centrale, et il faudrait regarder ce qu'il en est des autres régions. Si on prend l'Afrique centrale, on a 88% de femmes au Cameroun qui sont dans l'informel. C'est-à-dire que 88% de femmes actives dans l'informel non agricole, selon la Banque mondiale. Le Rwanda, 69% de femmes dans l'informel non agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde les solutions qui ont été prises ou décidées, des solutions, des mesures fiscales, d'assouplissement, de report ou d'annulation de taxes, on a principalement pensé aux entreprises formelles qui sont détenues par les hommes. Qu'a-t-on fait des femmes? Voilà les oubliés du Covid. C'est-à-dire que les solutions envisagées, socio-économiques envisagées pour la riposte économique sont fondamentalement genrées, elles sont fondamentalement faites pour les hommes, et j'ai même envie de dire par les hommes, parce que quand on regarde l'ensemble des comités de gestion, d'élaboration de ces idées pour la riposte du Covid, on se rend compte que ce sont des commissions, des comités, principalement gérés par les hommes, ou du moins où la présence d'hommes est majeure. En conséquence, les femmes qui, très souvent, sont dans l'informel, ont souvent investi dans l'informel à l'aide de fonds propres, avec les confinements de fait ou les confinements de droit. Quand je parle de confinement de fait, quand je parle de confinement de droit, je parle du confinement qui est décidé par la loi, un peu comme ce qu'il y a eu en France ou comme en Tunisie, hein, tous les 15 jours suite à un état d'urgence sanitaire. Et il y a des confinements de fait. Le confinement de fait, c'est un peu celui qui a eu lieu au Cameroun, c'est-à-dire qu'on décide la fermeture d'un certain nombre de lieux publics, hôtels, bars, restaurants, où on instaure des couvre-feux, par ricochet, par conséquence, donc par voie de fait, il y a un confinement pour toutes les personnes dont la profession est liée à celle au fonctionnement des lieux publics comme les bars et les restaurants. Toutes ces personnes, toute la chaîne qui travaille autour de ces secteurs en ont souffert. Donc, quand on regarde ces confinements, on se rend compte que les femmes vont le plus souffrir. Elles sont dans l'informel, elles fournissent
elles vivent souvent du commerce, avec un investissement qui part de leurs propres moyens, de leur propre financement. Résultat, elles n'ont plus d'entrée d'argent, elles vont donc nécessairement attaquer le fonds de commerce. Quand on attaque le fonds de commerce, ça veut dire que c'est un écroulement du business. Donc voilà les oubliés du Covid qui, moi, m'intéressent en fait. C'est-à-dire que dans le chapelet de solutions qui a été envisagé, on n'a jamais pensé à segmenter les catégories de cibles. En segmentant, en disant, voici les mesures qui vont être dédiées aux femmes, voici les mesures qui vont être dédiées aux hommes, aux jeunes, qui constituent l'essentiel de la population africaine, comme disait Mme Erich tout à l'heure. Et à ce sujet, je pointais quelque chose, c'est que l'entrepreneuriat africain n'est pas souvent un entrepreneuriat de vocation. C'est-à-dire qu'on ne devient pas entrepreneur parce qu'on l'a rêvé. En général, c'est un entrepreneuriat de pis-aller, faute de mieux. On est diplômé, parfois même surdiplômé, et on se retrouve à faire des affaires, à être entrepreneur parce que la promesse de l'État d'embaucher ou du moins de trouver un emploi n'a pas été contentée. Donc, on se retrouve entrepreneur faute de mieux. Et donc, cet entrepreneuriat de pis-aller va donc faire en sorte qu'il y a un certain nombre d'individus jeunes qui se retrouvent dans l'informel et pour cela, comme pour les femmes, des solutions idoines, précises, qui tiennent compte de leur état, de leur situation, n'ont pas été prises en compte. Et enfin, pour revenir sur la question d'éducation qu'évoquait Mme Erich tout à l'heure, c'est un élément primordial et c'est le parent pauvre de cette époque coroniale. Hein, si vous me passez aussi le néologisme en jouant sur le mot corona, l'éducation coroniale est une éducation qui va causer beaucoup de tort au continent africain. Très peu de pays sont dotés de moyens pour maintenir la formation de leurs jeunes, que ce soit pour les 3 heures d'enseignement du supérieur au primaire. Très peu de pays ont été dotés de cela. Quand je regarde la CEAC, dans mes 11 États, il n'y a que le Rwanda qui a été doté d'un outil efficace pour maintenir l'éducation grâce au Rwandan Board Education, RBE, qui était fonctionnel. Tous les autres États ont improvisé des solutions à travers la télévision. Ça montre une grande inventivité, de la résilience, mais il faut aller plus loin et c'est le moment, c'est donc un moment, on ne peut pas, ok, ce qui est fait, ils n'ont pas été préparés, ce n'est pas grave, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus? Et c'est là où viennent donc des solutions. Il faut rapidement mettre sur pied des solutions pour toutes ces femmes de l'informel, mettre sur pied des solutions également pour qu'elles se forment, parce que ces femmes sont dans l'informel, parce qu'elles ne sont pas souvent, elles ont souvent elles sont souvent très tôt sorties du système scolaire, donc il faut rapidement les former à l'entrepreneuriat, comme ces jeunes qui sont diplômés, mais pas diplômés pour être entrepreneurs. Donc, il y a un besoin de formation et également mettre sur pied, à travers des outils comme des incubateurs, un peu comme ce que M. Sossou a créé au Bénin, mettre rapidement sur pied des incubateurs et mettre aussi des moyens financiers pour que ces jeunes, un fonds d'amorçage pour que ces jeunes, dont le business va certainement pâtir du fait du Covid, puissent rapidement entreprendre. Ces jeunes, mais également ces femmes. Voilà, à brûle pour point, quelques solutions, mais enfin, on pourrait élaborer, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Et Monsieur Sossou, peut-être que vous pouvez réagir en tant qu'entrepreneur à ces points très intéressants qui viennent d'être soulevés par Monsieur Boyoguénon. Oui, enfin, je dirais que je suis entièrement d'accord avec ce que Monsieur Boyo a dit et aussi ce que Madame H a dit. Je pense, comme Madame H a dit, il faut vraiment une transformation du modèle économique des États africains. Comme M. Boyo l'a dit, la grande majorité de l'économie africaine, les acteurs de cette économie, ce sont des personnes qui sont dans l'informel. Et comme on le constate, les solutions que les États fournissent concernent les entreprises du formel. Et encore là, ça concerne souvent juste un petit nombre d'entreprises. Quand on voit, par exemple, des mesures financières que les États mettent
à disposition des entreprises. On voit un peu, par exemple, on demande, OK, ayez enregistré des employés à la caisse de sécurité sociale, des choses comme ça, que même des entreprises formelles, la plupart des entreprises formelles n'ont jamais fait ce genre ne remplissent pas, au fait, toutes ces conditions. Donc, on constate que les États qui ont toujours fonctionné, je dirais, avec juste une toute petite partie de l'économie de ces différents pays-là, sont complètement incapables de créer des solutions qui peuvent vraiment toucher tout le monde. C'est vrai qu'il y a des essais de solutions. Donc, par exemple, au Bénin, comme il y a eu, il y a les secteurs du transport du tourisme, etc., qui sont très affectés. Donc, l'État dit, OK, on va essayer de donner une aide financière à ces personnes. Donc, une aide financière, c'est une solution vraiment très court terme. Sur le long terme, ça ne résout rien. Donc, on constate une grosse incapacité de tous ces États à apporter des solutions qui peuvent vraiment marcher et qui peuvent vraiment impacter ces personnes qui constituent la majorité de l'économie. Mais le point avec lequel je ne suis pas d'accord avec M. Boyo, c'est que si les États juste là ont été incapables d'avoir un impact positif sur cette partie de l'économie, je ne pense pas que ce soit en cette période de crise qu'ils pourront le faire. Donc, en tant qu'entrepreneur, je n'attends pas du tout à ce que des solutions viennent de l'État. Donc, déjà, comme je vous ai dit, dans mon cas, j'ai essayé de mettre en place des solutions pour aider, enfin, autant que je peux avec mes ressources des entrepreneurs, des solutions que j'essaie de scaler très rapidement pour pouvoir toucher des milliers d'entrepreneurs avec mes pauvres moyens. Mais je pense que les vraies solutions qui marcheront ne seront pas des solutions qui viennent du gouvernement, des solutions. En fait, je ne pense pas que si on attend que ce soit les gouvernements qui donnent des solutions, ça marchera. Je pense qu'ils ont été juste incapables de le faire au cours des dizaines d'années passées. Je pense qu'ils seront juste incapables de le faire en cette période de crise très grave. Merci beaucoup, Monsieur Boyegano. Peut-être que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit. Alors, je comprends le point de Monsieur Sossou, et les solutions là ne marcheront que si elles sont inclusives. C'est-à-dire que ces solutions top-down qui vont des dirigeants vers les dirigés, qui vont des décideurs vers les populations ne marchent pas. Il faudrait effectivement qu'il y ait des solutions inclusives, et vous faites bien en tant qu'entrepreneur de ne pas attendre grand-chose de l'État. Parce qu'au fond, il y a également une partition qui doit être jouée par les entrepreneurs, par les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que la riposte doit également être interne aux entreprises. Combien d'entreprises sont dotées d'un dispositif de riposte en cas de crise, en cas d'agression, en cas d'attentat? Combien d'entreprises africaines en sont dotées? Il y a également tout un travail. Combien d'entreprises ont prévu un fonds pour une task force pour gérer la crise, qui ont un pôle Covid au sein de l'entreprise? Combien? Qu'elles soient PME ou des plus grandes entreprises, combien en sont dotées? Donc, il faut également que les entreprises fassent un effort interne dans leur gestion, dans leur management au quotidien pour gérer la crise, avec un aspect financier en prévoyant un fonds pour gérer la période, un aspect logistique en anticipant les commandes parce que les frontières vont être fermées, la circulation va être limitée, donc il faut prévoir l'approvisionnement, et des aspects également prophylactiques en mettant à l'intérieur des entreprises des modalités qui font en sorte que les individus ne se contaminent pas, et que tout de suite, quand un individu ou du moins un collaborateur est contaminé, que l'ensemble de l'équipe en soit informé et que les mesures idoines soient prises. Donc, il y a un effort de toutes les parties qui doit être prise. Il n'y a pas simplement un État là qui fait tout et qui va tout faire pour l'entreprise. D'ailleurs, quand on est entrepreneur en Afrique, je répète, très souvent, ce n'est pas par vocation. On est très peu nombreux à être allés à l'école en Afrique pour apprendre à être entrepreneur. En général, on est allé apprendre pour avoir un boulot, pour être employé. Donc, la majorité du moins, c'est cela. Et il y a un effort conjugué qui doit être fait ici, et les solutions vraiment les plus efficaces, comme vous le disiez tout à l'heure, doivent être inclusives à mon avis. C'est-à-dire qu'une collaboration de toutes les parties.
Merci beaucoup pour cette réponse. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites, puisque d'une certaine manière, ça montre aussi que, donc on a parlé d'un changement de modèle économique des pays, donc de la gouvernance aussi, donc qui bloque la manière de gouverner, la gouvernance économique des pays africains qui, en ce moment et depuis des années, a freiné le changement de modèle et qui montre maintenant avec la crise l'incapacité à répondre, à répondre aux besoins des entreprises. Mais d'une certaine manière, et si je peux me permettre de le reformuler ainsi, ce que vous dites, ce que vous nous dites aussi, Monsieur Boyogeno, c'est que il y a aussi un problème peut-être du côté de la gouvernance des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles-mêmes n'étaient pas préparées à des situations de crise et que donc, si je peux construire sur cette idée, et j'aimerais avoir votre avis dessus, en réformant aussi la gouvernance des entreprises, il faudrait peut-être, une partie de la solution se trouve peut-être dans la capacité de ces entreprises africaines à se rénover dans leur mode de gouvernance et avoir un mode de gouvernance d'une certaine manière qui est aussi et plus, avec une vision plus long-termiste qui prend en compte les possibilités de crise et que peut-être à ce moment-là, si les entreprises ont aussi cette capacité en interne de changer leur mode de gouvernance, alors par effet je dirais tache d'huile, non, mais ça pourrait aussi entraîner un changement dans le mode de gouvernance économique, macroéconomique, donc à à une échelle plus grande. Est-ce que vous voudriez réagir sur cette idée de gouvernance des entreprises? Peut-être, Madame Yaïch, vous qui travaillez sûrement avec un portefeuille d'entreprises assez important, est-ce que vous pensez qu'une partie de la solution se trouve aussi dans cette capacité qu'auraient les entreprises à se réformer au vu de cette crise et à avoir des modes de gouvernance qui évoluent et qui peut-être prendront en compte les crises à venir? Certainement, certaines parmi elles, elles doivent se restructurer et elles doivent appliquer les bonnes pratiques de gouvernance. Je ne peux pas généraliser, tout est relatif, mais je reviens toujours à l'idée de la création de valeur qui est très importante. Et aujourd'hui, peut-être une autre réflexion, déjà j'ai évoqué ça au niveau des télés tunisiennes, c'est la définition d'un État. C'est quoi un État? Quel est le rôle de l'État? Aujourd'hui, est-ce que le secteur privé veut réellement coopérer avec le secteur public pour construire ensemble? Et dans ce cas, chacune des parties a des droits et des obligations qui doivent être en fait recadrés dans un cadre légal bien défini, ou bien le secteur privé, il va toujours avoir, maintenant je parle du cas de mon pays, il va toujours dire qu'on n'a pas le support nécessaire de l'État et tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des efforts personnels, ce sont des efforts à titre individuel en tant qu'entreprise. Et du coup, donc, on ne peut pas exiger sur ces entreprises-là des modèles bien définis. 3, je pense le coût de la gouvernance, il est assez élevé pour une certaine taille des entreprises. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par le coût de la gouvernance. Quand on voit les États-Unis, par exemple, les États-Unis, ils ont fait ce qu'on appelle la loi SOX depuis 2002. Et cette loi, elle permet la certification de tout ce qui est financial statement ou bien des états financiers auprès du dirigeant et du CFO. Et ce qui fait qu'avec cette loi-là, par exemple, si on se rend compte après que le dirigeant a falsifié ou bien le CFO, il a présenté des informations qui sont erronées, il peut avoir de 10 à 20 ans de prison. Et avec le temps, on s'aperçoit qu'avec cette loi de cadrage réglementaire vis-à-vis de la gouvernance en matière de la transparence de l'information, ça a poussé les entreprises à être vraiment très prudentes parce que l'impact, il est assez élevé. Reste qu'il faut bien comprendre que la gouvernance,
ne concerne que les entreprises qui sont cotées en bourse ou bien qui sont faisant appel public à l'épargne. Ce qui n'est pas le cas de nos entreprises, hein. Ce qui n'est pas le cas des entreprises africaines. On trouve certains groupes qui sont d'une certaine taille, et j'ai eu l'occasion de travailler avec certains groupes d'une taille, je vais dire, huge, c'est énorme sur l'Afrique, mais la quasi-totalité ou bien le tissu économique africain, ce sont des petites et moyennes entreprises. Et dans ces petites et moyennes entreprises, il y a déjà une partie qui est due à un héritage familial. Et là, c'est une autre question qu'on peut évoquer une autre fois sur le volet de la gouvernance. Mais certainement, en matière d'interaction, je pense que plus que jamais aujourd'hui, les entreprises doivent revoir leur système parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas surveiller et manager en même temps et après dire qu'on n'a pas pu atteindre les résultats donc fixés au préalable. Déjà, dans un contexte normal, dans un contexte qui n'est pas affecté par une pandémie pareille, déjà on ne s'en sort pas parfois. Que peut-on dire avec la crise et la gestion de la crise? Donc, et je pense que dans cet environnement de crise aujourd'hui et de difficultés économiques, de difficultés financières, en Tunisie, on dit il y aura du casse. Et le casse sera surtout pour les entreprises qui n'ont pas mis en place même les préalables des bonnes pratiques de gouvernance. Parce que quand on a les préalables de bonnes pratiques de gouvernance, même en s'orientant vers les institutions, vers les organismes de financement et tout ça, on peut au moins défendre les dossiers. Reste bien sûr le volet informel comme M. Boyogno, il a tout à l'heure présenté. Moi, je dis pour l'informel, tout d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur la notion de droit de propriété. Tant que l'Afrique n'a pas compris l'importance du respect du droit de propriété, tant que l'informel restera un secteur qui est stratégique pour ceux qui sont dans le formel. Parce qu'il y a certaines entreprises et certains acteurs dans le formel qui veulent que l'informel soit de cette manière-là. Parce que le jour où il veut menacer, où il veut faire quoi que ce soit à l'autre, il a le pouvoir de le faire grâce à l'esprit de l'informel. Et c'est ce que le secteur informel n'a pas pu comprendre. Je vais partager avec vous une expérience tunisienne après la Révolution. Moi, il me sollicite même pour la proposition des lois de finances. Et je me rappelle très bien, j'étais à l'Assemblée de notre pays pour discuter avec les députés d'une loi à l'époque qui a été proposée par le parti politique qui gouvernait à l'époque pour faire une amnistie en vue de faire rentrer certaines personnes de l'informel au formel. Mais j'ai dit, de 0% imposition à 25% d'imposition, ils ne vont pas venir, même si tu fais une amnistie pour l'historique. Et j'ai eu l'opportunité, après 2 ans, de faire l'impact sur cette loi. Eh bien, on n'a pas eu vraiment de changement de l'informel à l'informel. Alors que si on a travaillé sur le droit de propriété, probablement on aura dû avoir des résultats meilleurs. Et je ne vais pas lâcher la question de droit de propriété si on arrive à mettre en place les cadres nécessaires des droits de propriété. Je pense que la question de l'informel va vraiment baisser. Je pense. Hein. Merci beaucoup, Madame Yesh. Et effectivement, peut-être avant de laisser la parole à nos 2 autres participants pour réagir à ce que vous avez dit, c'est vrai que la Tunisie, dans ce travail, est vraiment un pays fascinant, puisque c'est un pays qui a apporté depuis la Révolution un ensemble de transformations de son cadre légal pour favoriser la transparence, que ce soit
à la fois dans les finances publiques, mais aussi dans les finances des entreprises, il y a eu un travail considérable qui a été fait, mais le constat est le suivant. Comme vous l'avez dit, il n'y a toujours pas assez d'incitation pour aller du formel de l'informel vers le formel. Donc, c'est il y a en dehors aussi des transformations du cadre légal, vous avez aussi évoqué les préalables de bonne gouvernance chez les entreprises, c'est qu'il y a une réciprocité. Il peut y avoir des transformations légales, et dans le cas de la Tunisie, il y en a eu énormément depuis 2011, puis 2014 avec la réforme de la Constitution, mais on voit toujours qu'il y a des blocages. Et ce qui est intéressant avec ce que vous évoquez, c'est que dans tout ce qu'on dans tout ce qu'on a évoqué peut-être, dans ce modèle, cette nécessité de transformer les modèles économiques africains, la question de la taxation doit être abordée puisqu'on ne pourra jamais transformer en profondeur une économie sans s'attaquer à ces questions de taxation. Et peut-être c'est là que l'informel prend tout son sens puisque le problème de l'informel, peut-être le premier problème, d'après moi, c'est qu'il échappe à cette taxation, et cette taxation qui permet d'accroître les ressources de l'État, d'accroître la taille de l'État et sa capacité à être plus proactif et à investir plus. Donc, en réglant ce problème de l'informel, on accroît la capacité budgétaire de l'État et sa capacité à intervenir dans l'économie. Monsieur Boyegueno ou Monsieur Sossou, est-ce que vous aimeriez réagir à ce que Madame Yaïch a dit et peut-être à ce que j'y ai ajouté? Alors sur la taxation, je pense que c'est bien de taxer, et la migration de l'informel au formel est fantastique à envisager. Mais cette migration, à mon avis, est probablement dans le sillage de ce que disait Madame Yaïch. La migration ne sera efficace que si la taxation est assortie de services. C'est-à-dire que si l'État taxe des entreprises, l'État doit proposer des services en échange. La protection sociale, la formation. Si on prend les chiffres en Afrique en termes de protection sociale, c'est triste. On a 8% de personnes de protection sociale, de personnes couvertes par un système de protection sociale au Cameroun, 14% en RDC. Enfin, ça, c'est incroyable. Et pourtant, il y a des entreprises taxées. Et comme le disait tout à l'heure M. Sossou, même des entreprises formelles qui payent des taxes n'accordent tout de même pas la protection, ne payent pas toujours les protections sociales, la retraite et ainsi de suite à leurs entreprises. Donc, si l'État garantit les services, je pense qu'un peu plus d'entrepreneurs seront enclins à payer des taxes. Mais quand on paye des taxes et qu'on n'a pas les services qui vont avec, on est un peu enclin à ne pas le faire. Quand on paye des taxes et que cet argent est soustrait à la puissance publique par des fonctionnaires indélicats, on est enclin à ne pas le faire. Surtout si on prend les soins de santé, par exemple. Beaucoup de gens seraient prêts à payer un système, une petite contribution pour avoir droit à certains services. Mais s'il n'y a pas ces services, la taxation, c'est un peu, n'est pas vraiment utile. Donc, on n'en a pas pour son argent. Résultat, on préfère rester dans cette zone grise qui, hélas, expose quand même, met quand même ces entrepreneurs de l'informel à la merci des grandes entreprises du formel, comme disait Madame Yaïch. Absolument, merci. Et Monsieur Sossou, peut-être une réaction aussi à ce qui vient d'être dit? Oui, en fait, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais, au fait. On se rend compte quand on creuse, on veut parler de comment est-ce que comment est-ce que la puissance publique peut aider les entreprises du formel. On se rend compte quand on creuse qu'il y a beaucoup de problèmes, comme le fait déjà que les entreprises soient informelles, qui créent cette barrière-là et qui font que c'est un peu comme si les deux fonctionnaient dans deux mondes différents et les gouvernements n'ont juste pas les outils qu'il faut pour avoir vraiment un impact sur ces entreprises et les aider. Ce qui fait que dans une période comme celle où on est actuellement, il y a juste ce blocage qui empêche les gouvernements de mettre en place des solutions.
Et toutes les solutions que ces gouvernements peuvent mettre en place n'affectent pas du tout. Ou, je ne sais pas si ce sont les gouvernements qui se disent, OK, bon, ils ne sont pas dans le formel, donc on ne peut pas mettre des mesures en place qui vont toucher les gens de l'informel. S'ils veulent bénéficier de ces mesures, ils sont obligés d'être dans le formel. Ou alors, si c'est juste les gouvernements qui sont juste incapables d'avoir un impact sur cette partie de l'économie. Et vous pensez peut-être aussi, c'est peut-être dû en fait tout simplement à une méconnaissance du gouvernement de la manière dont fonctionne en fait ce monde entrepreneurial, surtout en Afrique, qui pourtant on va dire, est vivace, qui est extrêmement dynamique, mais est-ce que vous pensez qu'il y a de ça aussi tout simplement une méconnaissance de la manière dont opèrent les entreprises, qu'elles soient dans le secteur formel et informel, et qui fait que, au final, quand les gouvernants sont appelés à prendre des mesures en faveur de ces entreprises, qu'elles soient formelles ou informelles, bien que la plupart du temps ces entreprises informelles sont exclues des mesures, cette méconnaissance tout simplement de ce monde entrepreneurial fait qu'on fait des mesures, peut-être par mimétisme, des fonds sans vraiment savoir à qui cet argent va aller, sans vraiment de conditions précises, mais qu'au final, on ne connaît pas vraiment la réalité de ces entreprises. Oui, oui. Je pense que c'est un peu ça. Ce que j'aime souvent dire, c'est que, vous voyez, quand on parle de concepts de formel et informel, ce pas des concepts qui ont été développés en Afrique, évidemment. C'est des concepts qui ont été développés en Occident. Et quand on prend des pays de l'Occident, on prend la France, on prend la Grande-Bretagne, etc., ils ne se sont pas juste levés un jour et on dit, OK, voilà toute notre économie informelle, on va mettre en place une économie formelle. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a pris racine, qui a poussé petit à petit et qui a été adapté aux différents challenges qu'ils rencontraient. Donc, quand ils rencontraient des challenges sur le plan légal, sur le plan économique, etc., ils créaient des solutions et ils mettaient ça en place pour résoudre tous ces problèmes, ce qui fait qu'on a le concept de formel qu'on a aujourd'hui. Donc, une entreprise qui est formelle, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, le problème, c'est que ici, on a une économie qui fonctionne complètement différemment et on veut juste aller prendre ce concept qui a été développé à partir de problèmes de réalité qui existent ailleurs. On veut juste le prendre et le greffer ici. Et on regarde la majorité des entreprises qui sont déjà dans notre économie, on les regarde comme des entreprises anormales. Alors que ce n'est pas ça. Si on doit être logique, je pense que c'est les entreprises du formel qui sont plutôt anormales et les entreprises de l'informel qui sont normales. Et si on veut avoir un vrai impact sur l'économie, je pense, ce serait comment est-ce qu'à partir de l'état informel actuel des entreprises, comment est-ce qu'on les fait évoluer? Pas comment est-ce qu'on les regarde comme des entreprises anormales et on essaie de complètement changer leur mode de fonctionnement pour les ramener dans ce qu'on trouve normal, en fait. C'est un peu ce que je pense de ce. Merci beaucoup. Et c'est vrai que quand on regarde, d'une certaine manière, l'informel est la norme en Afrique, tandis que le formel est en fait ce qui s'éloigne de la norme. Et qu'on regarde, que ce soit en Afrique subsaharienne ou même d'ailleurs en Afrique du Nord, et la Tunisie est aussi un pays où l'informel conserve une place très importante. Donc, en fait, c'est peut-être ça aussi, un changement de perception, de mentalité par rapport à ce qui constitue la norme et ce qui ne constitue pas, et comprendre que c'est peut-être même ces entreprises informelles qui représentent la plus grosse partie de l'économie qui doivent être soutenues en priorité et non pas les entreprises formelles, puisqu'on sait comment les aider, mais au final, lorsqu'on prend des mesures pour les aider, on aide finalement qu'une partie infime de l'économie, puisque la majorité de l'économie est constituée d'un tissu informel. On se dirige doucement vers la fin et j'aimerais avoir peut-être dans ces dernières minutes, chacun à votre tour, si vous aviez un plaidoyer peut-être d'une certaine manière à adresser au gouvernement africain, les solutions que vous aimeriez voir, ou surtout pour ce qui pour vous constitue l'urgence, et que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, si vous aviez en quelques minutes un plaidoyer à adresser aux gouvernants africains qui ont dans leurs mains
et pas seulement aux gouvernants d'ailleurs, aussi peut-être aux dirigeants d'entreprise qui ont entre leurs mains les solutions possibles à cette crise. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Euh, Monsieur Boyegueno, votre micro est... Oui, alors Allez-y. je le mets en route. Alors je reviens sur le genre, sur les oubliés du Covid, les femmes et les jeunes. Pour moi, ces deux catégories qui sont les oubliés du Covid doivent être centrales. Ces deux catégories de population doivent être centrales. C'est-à-dire que si on arrive à mettre sur pied les moyens, à mettre en place les solutions pour ces deux catégories d'individus, si on arrive à créer dans le chapelet des solutions de moyens de moyens de long terme qui seront élaborés et qui sont encore en cours d'élaboration, des solutions idoines pour ces deux catégories, on aura à la fois résorbé la question du Covid qui prévaut, les questions associées à la crise sanitaire, mais également les questions qui sont les problématiques fondamentales du continent. C'est-à-dire que quand on regarde les leviers sur lesquels on peut s'appuyer d'un point de vue démographique pour se développer, on sait qu'il faut plus de parité. D'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait qu'une femme dans le panel aujourd'hui. Il faut plus de parité et il faut également donc donner les moyens à la jeunesse, à cette jeunesse qui est dynamique. Tout le monde salue son dynamisme, tout le monde salue son ingéniosité, sa résilience, sa force, son inventivité. Mais on dirait que une fois qu'on a fini de saluer tout cela, eh ben on disparaît. C'est-à-dire que on dirait qu'il y a un discours dithyrambique à l'endroit de la jeunesse qui est magnifié à travers le sport, la culture, la musique et même les études. Mais une fois qu'on a fini de les magnifier, bah, on ne crée pas des solutions concrètes, précises pour cette jeunesse, ni même pour ces femmes qui sont tout le temps saluées, tout le temps glorifiées, encensées. Mais concrètement, rien n'est fait pour plus de parité. Donc ces deux catégories sont pour moi les clés à la fois de la solution pour le Covid, mais également des problèmes pérennes, du moins, qui ont préexisté à l'irruption de cette crise sanitaire. Alors pour vraiment faire court, pour moi, ce sont les populations pour lesquelles il faudrait mettre sur pied des solutions sur mesure, pas des solutions globales et qui peuvent parfois être inappropriées ou du moins inefficaces. Et bien entendu, elles doivent être inclusives, c'est-à-dire que les femmes et les jeunes doivent participer à l'élaboration des solutions qui les concernent, autant que faire se peut. Donc des mesures par les jeunes et par les femmes et par les jeunes, pour les femmes et pour les jeunes, d'une certaine manière, si je peux me... Tout à fait, c'est bien résumé. Très bien, merci. Monsieur Sossou, Madame Yaïch peut-être. Moi, je vais résumer tout ça en disant qu'on ne peut pas utiliser les mêmes manières pour avoir des résultats différents. Donc, les États africains continuent à utiliser les mêmes méthodes, les mêmes manières, mais ils ne peuvent pas estimer donc, des résultats différents, je pense. Donc, et du coup, si on ne va pas changer de méthode, si on ne va pas changer de vocation, nous sommes là pour quoi faire? Donc, je pense que nous ne serons pas dans la capacité réellement d'apporter ce qu'on veut dans la vie de l'humanité de façon générale. Je pense qu'à très court terme, les États doivent être plus flexibles, c'est-à-dire ce qui n'est pas accepté auparavant peut être accepté aujourd'hui, rien que pour pouvoir faire continuer en fait les business, comme il a dit Monsieur Émile, sur certains secteurs qui sont un peu délicats. La digitalisation des administrations de façon globale et des gouvernements, pour moi, c'est une priorité aujourd'hui. La divulgation de l'Internet et le droit de chaque citoyen africain à avoir un cadre minimum d'accès au monde est également quelque chose de primordial. Reste toujours l'éducation et la santé. Notre pays, qui est la Tunisie, donc, il a vécu pendant des décennies à travers
une stratégie gouvernementale basée sur le développement de l'éducation et de la santé. C'est les deux piliers de la construction d'un pays, c'est les deux piliers de la construction d'un pays. Je finis toujours par dire que la participation des jeunes dans la construction des pays post-Covid sera également primordiale pour les générations futures. Et sincèrement, je parle de mon cœur. Moi, j'y crois. Je crois que ce continent a vraiment du potentiel. Et si chacun de nous peut changer, peut se transformer en une personne meilleure, je pense que nous serons dans la capacité de changer l'environnement qui nous entoure. Et d'ailleurs, je suis en train de le vivre avec mes collaborateurs, avec toute l'équipe qui travaille avec moi aujourd'hui. Quand je change, ils sont dans la flexibilité et dans l'ouverture de changer. Et c'est comme ça qu'on va construire une Afrique comme nous le voulons et ce n'est pas comme ils veulent. Merci. Votre optimisme nous donne de l'espoir Oui. non seulement pour la résolution de cette crise, mais aussi tout simplement pour l'avenir du continent. Et Monsieur Sossou, si vous, à votre tour, peut-être nous partager des derniers mots sur la crise et sur les solutions et sur peut-être un avenir de l'économie africaine. Oui, bien sûr. Je pourrais dire que si on veut mettre en place des solutions durables qui pourront d'abord répondre de façon durable au challenge de la crise, mais aussi emmener les économies africaines sur une nouvelle voie. Parce que je pense que c'est quand même une période d'opportunité pour les économies africaines pour revoir leur direction et aller dans de nouvelles directions qui pourraient apporter de meilleurs résultats. Et je pense que si on doit le faire, ça doit être fait de façon inclusive. Et quand je dis inclusive, je ne parle pas de mettre en place des ateliers, etc., pour chercher des solutions pour les jeunes, pour les femmes et tout le reste, mais plutôt, ce sont des personnes, ces différentes personnes dont on parle, ce sont des personnes qui ont déjà l'habitude de ne pas recevoir de l'aide des États. Donc, ce sont des personnes qui ont l'habitude de chercher des solutions elles-mêmes, d'implémenter des solutions qui marchent peut-être à petite échelle, mais qui marchent quand même. Donc, la façon de le faire de façon inclusive serait d'aller chercher ces petites solutions qui marchent et voir avec des personnes qui les mettent en place, comment les faire grandir. Et non se dire, OK, voilà un secteur qui ne marche pas bien ou des gens qui ne s'en sortent pas, on va leur imposer des solutions qui ne sont juste pas adaptées ou que ces personnes n'ont juste pas envie d'utiliser. Donc, voilà un peu ce que... Ouais. On n'a pas entendu seulement vos deux derniers mots, mais je pense que vous avez conclu sur ce que vous veniez de dire. Et maintenant, le temps est venu pour moi de vous remercier. C'était un honneur de vous avoir en tant que participant. Je pense qu'on a eu une conversation extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante. Et je dirais que pour reprendre l'optimisme de Madame Yaïch, il faut rester optimiste pour l'avenir du continent, pour la résolution de la crise, mais bien sûr en imaginant des solutions qui sont plus inclusives, comme le disait M. Boyegueno, et comme vous le disiez aussi, M. Sossou, si je peux le formuler de cette manière aussi, qui sont basées sur l'écoute des besoins réels aussi de ces entrepreneurs, pas seulement faire des solutions pour dire nous avons fait des solutions, mais écouter ceux qui ont besoin de solutions et leur proposer des solutions qui leur conviennent, puisque ces entrepreneurs, pour ne parler que des entrepreneurs qu'on cherche à aider, ce sont eux-mêmes les mieux placés, les mieux à même de savoir comment les aider. Donc, nous arrivons maintenant à la fin. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez surtout pas à parler de notre initiative Covid-19 Africa.tech et de partager aussi ce webinaire une fois qu'il sera en ligne. Et c'était vraiment un plaisir de vous avoir tous pour ce webinaire.
Je vous souhaite une très bonne Merci soirée. Lia, merci Monsieur Merci, Sassou, Riyad. merci Émile. À très bientôt à Cotonou. Hein. Merci. Merci à tous. Allez, bye Merci à bye. vous. Hein. Très bonne Merci à soirée. tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Donc, pour rappel,